Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 6. Le dévouement de Guilledoux. Qu'est-il arrivé à Jean? Cria anxieusement Susanna. Dans les yeux de son père et de son grand-père, elle venait de voir passer le même reflet d'épouvante. Le marquis fit un effort pour se dominer. « Rien, bégaya-t-il. C'est une plaisanterie, une simple plaisanterie. » Mais l'expression de sa physionomie démentait ses paroles, et la jeune fille ne s'y trompa point. Un terrible danger menaçait son fiancé. Elle éclata en sanglots et se laissa aller entre les bras de la marquise et de madame Sandy, qui l'emmenèrent sur un signe de monsieur de Glandève. D'ailleurs, la débandade des invités commençait. Déjà, dans le désarroi des dernières minutes, quelques-uns s'étaient discrètement éclipsés. D'autres, maintenant, prenaient congé, avec de brèves paroles de condoléances, d'encouragement et d'espoir. Et le marquis connaissait ce supplice, si atroce, de devoir, l'esprit préoccupé de la catastrophe, satisfaire aux obligations mondaines, serrer des mains, prononcer des paroles de remerciement et même des excuses. Plus brutal, parce que né d'une race que n'avait point assoupli plusieurs siècles de soumission aux lois de l'urbanité, Jim Sandy se contentait de saluer brièvement les partants d'un « bonjour maussade ». Et il avait si parfaitement l'air de leur dire « Allez donc au diable !» que les formules de politesse s'en trouvaient coupées net. Bientôt, il ne resta plus dans le salon que l'ambassadeur d'Europe et quelques amis intimes de Jean d'Entrevaux, prêts à seconder les efforts du marquis et du vieux Jim, afin de retrouver le disparu. L'ambassadeur put alors, dans ce cercle discret et redevenu silencieux, solliciter une explication. « Que craignez-vous » demanda-t-il au marquis. « Que pensez-vous que soit devenu votre futur gendre ?»« Il a été enlevé, » répondit sans une hésitation monsieur de Glandève. « C'est un fait, » appuya Jim Sandy. « Il faut tout de suite examiner le résultat, avant d'envisager la vraisemblance des moyens. Or, le résultat, c'est la disparition du jeune homme, coïncidant avec ce tour de passe-passe. » « Mais, précisément, l'escamotage me semble invraisemblable, » répondit l'ambassadeur. « Partons du bout, » insista l'Américain, « et revenons sur nos pas. Le bout, c'est ce soupirail ouvert avec cette chaise dessous, et la carte, la signature de notre mystérieux ennemi. Quel ennemi ? S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi finir. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ce sous-sol communique par une trappe avec le salon. Cette trappe est d'un diamètre un peu supérieur à celui de l'ouverture percée dans le plancher de la chaise à porteur. Mais elle pouvait être entièrement dissimulée, ainsi que la natte qui la recouvrait. Sans doute, approuva l'ambassadeur, mais rappelez vos souvenirs. Au commencement de l'expérience, la chaise est là sur cette trappe. Le jeune homme y entre, on referme et on l'escamote. Il aurait crié, objecta le marquis. Il n'a pas crié, répondit froidement le vieux Jim. Il y a 1000 moyens de faire taire un homme. Ne les envisageons pas, constatons simplement le fait. Il n'a pas crié. Permettez, objecta encore l'ambassadeur. Vous prétendez que c'est dès le commencement de la comédie que Jean d'Entrevaux s'est enfoncé dans la trappe? Mais ensuite, la chaise a été déplacée et nous avons encore entendu sa voix. Ruse, riposta sans sourciller Jim Sandy. On nous l'a fait entendre pour laisser croire qu'il s'y trouvait encore, mais il n'y était plus. Alors, comment expliquez-vous ? Je n'explique pas, je constate. Pardonnez-moi de vous interrompre, intervint un jeune secrétaire de l'ambassade. J'entrevois une supposition qui pourrait être l'explication cherchée. Vous avez entendu parler des phénomènes de ventriloquie ? Qui nous dit que ce prestidigitateur japonais n'était pas un parfait ventriloque, en même temps qu'un habile imitateur de voix ? En effet, s'exclama le marquis frappé, cela expliquerait tout. Les autres auditeurs admirent également la vraisemblance de l'hypothèse. Soit, acquiesça à son tour l'ambassadeur. Mais en ce cas, vous tenez pour démontrer la complice des escamoteurs. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et tous nos domestiques étaient complices, assura Jim. Votre ennemi serait donc bien puissant.
Il l'est certainement, répondit le marquis, et je crois que nous avons eu tort de ne pas le prendre suffisamment au sérieux. Il regardait son beau-père, mais celui-ci secoua la tête. Non, fit-il avec un dédaigneux entêtement. Il prétend qu'il est fort, mais je le suis davantage. Qu'importe un swing, 2 swings, 10 swings, si je les encaisse. Ce qui comptera, c'est le knock-out final. Je le battrai. Monsieur de Glandève ne parut point partager cette confiance. Il mit l'ambassadeur au courant des événements qui les avaient amenés au Japon, du rôle étrange joué par Kasuga et de sa candidature repoussée à la main de Susanna. « Tout ceci me semble fort inquiétant, » déclara l'ambassadeur. « Je veux sans tarder réclamer mon compatriote. Son caractère indéniablement diplomatique va me permettre d'agir vigoureusement auprès du gouvernement. De votre côté, déposer une plainte contre ce Kasuga et ses complices ?» Ce sage conseil fut approuvé, aussi bien par Jim Sandy que par le marquis, et les démarches utiles furent aussitôt effectuées. Comme il était à prévoir, elles demeurèrent vaines. Non pas que les pouvoirs publics fissent preuve de mauvais vouloir, la police, au contraire, montra beaucoup de zèle, et sans tenter le moins du monde de mettre en doute la culpabilité de Kasuga. Le gouvernement japonais décerna contre lui et ses complices un mandat d'arrêt. En même temps, il présentait au chargé d'affaires de la République européenne les excuses et les regrets du Japon, avec l'assurance que les coupables seraient châtiés. Promesses diplomatiques. Elles furent bientôt suivies d'un aveu de complète impuissance. Kasuga demeurait introuvable. Les prestidigitateurs japonais s'étaient embarqués pour le cap de Bonne-Espérance, à moins qu'ils ne changeassent en cours de route d'avis et de destination. Quant à Jean d'Entrevaux, il avait bel et bien disparu. Les jours passaient, et le désespoir de Susanna, à laquelle on avait pu cacher la vérité, ne s'apaisait pas. La malheureuse jeune fille ne cessait de pleurer son fiancé, et sa douleur était partagée par sa mère et sa grand-mère. Quant à Jim Sandy, l'idée que son adversaire, après l'avoir aussi durement touché, avait su se mettre hors d'atteinte de toute riposte, et que, peut-être, il préparait dans l'ombre un nouveau coup, l'exaspérait tellement qu'on craignait pour sa santé. Parmi les êtres qu'avait le plus abattu la catastrophe, il fallait citer le lamentable Guilleudou. Il l'attribuait naturellement à la néfaste influence de sa propre guigne, et il se serait arraché les cheveux si la douce Sada ne l'avait supplié de n'en rien faire. La jeune japonaise jura à son amoureux qu'elle n'avait en aucune façon trempé dans le rapt. Et comme sa sincérité était évidente, le valet de chambre la crut. « Mais, lui dit-il, avouez, mademoiselle Sada, que tout le monde ici n'a pas les mains blanches. Pardon, je parle au figuré. Cela signifie que certains de vos compatriotes ont dû tremper dans ce qu'on mijotait contre mon pauvre maître. » La jolie Sada pâlit, rougit et ne cacha point son embarras. Alors Guilleudou changea ses batteries. « M'aimez-vous » demanda-t-il tragiquement. « Bien sûr, monsieur Guilleudou, puisque nous nous marierons. »« Alors prouvez-moi votre amour, parlez. »« Mais si je parle, monsieur Guilleudou, on me tuera, et alors je ne pourrai plus vous aimer. » Elle s'efforça de s'enfermer dans ce dilemme. Mais le valet de chambre était tenace. Il la pressa si bien qu'elle finit par lui avouer que Miaya devait en savoir beaucoup plus long qu'elle. « Moi, monsieur Guilleudou, on ne me confie pas les grands secrets. Mais Miaya avait la clé du sous-sol et aussi celle de la porte de la rue, qu'elle ouvre pendant la nuit à qui elle veut. S'il y a eu des manigances dans le sous-sol, c'est elle qui s'y est prêtée. » Muni de cette indication, Guilleudou décida de s'adresser directement à Miaya. C'était la seule chance qui lui apparaissait de retrouver les traces de son maître. Et pour y parvenir, le brave garçon était décidé à tout. Il l'entendait, dans le sens tragique, et sa mine, lorsqu'il aborda la japonaise, était bien de nature à jeter l'épouvante dans une âme coupable. « Pourtant, Miaya, commença Guilleudou, je sais que vous êtes au courant du sort de mon jeune maître. »« Peut-être, répliqua imperturbablement la japonaise,
en lui décochant une œillade. En ce cas, il faut me dire où il est. Pourquoi vous dirais-je ça, monsieur Guilledoux? Vous n'avez jamais cherché à être aimable envers moi. Je n'ai donc aucune raison de l'être vis-à-vis de vous. Il ne faut pas rire, mademoiselle. Si j'étais sûre que vous soyez pour quelque chose dans la disparition de monsieur Jean, qu'est-ce que vous me feriez? Je vous étranglerais, tout simplement. Miaïa le fixait d'un air bizarre. Vous êtes dévoué à votre maître, monsieur Guilledoux. S'il ne fallait que risquer ma peau pour le faire reparaître, ce serait déjà fait. Et je ne sais pas seulement s'il est encore en vie. Pauvre monsieur Jean. Les yeux du brave garçon s'humectèrent. Il vit, prononça Miaïa sans le quitter des yeux. Guilledoux tressaillit. Il vit. Ah, vous voyez bien que vous savez où il est. Eh bien, il faut me le dire. La japonaise secoua la tête. Ceci n'est pas en mon pouvoir, déclara-t-elle. Vous ne m'arracherez ni ce secret, ni le nom de celui qui a tout fait, ni ce qu'il veut, ni ce qu'il peut. Il y a des choses que je ne saurais révéler, même à vous. Je puis toutefois vous être utile dans une certaine mesure. Elle réfléchit pendant quelques secondes. Guilledoux attendait, haletant, n'osant risquer une nouvelle question, de crainte de faire évanouir de si favorables dispositions. « Que donneriez-vous pour revoir votre maître » demanda enfin Miaïa. « Ma vie » répondit sans hésiter le valet de chambre. « Eh bien, donnez-la-moi. » Et le regard de la japonaise se posa sur Guilledoux avec une singulière expression. « Que voulez-vous dire » interrogea le brave garçon, légèrement interloqué. « Épousez-moi ? Vous savez bien que vous me plaisez et que je vous ai fait des avances auxquelles vous n'avez pas répondu. » La voix de la jeune femme tremblait un peu. Il était impossible de se méprendre à la nature du sentiment qui produisait un tel miracle. Et pourtant Guilledoux n'en revenait pas. « Vous épouser » balbutia-t-il en reculant d'un pas. « Pourquoi pas » riposta Miaïa avec colère. « Je vaux bien Sada ?»« Oh non !» pensa Guilledoux, en évoquant l'image de la mignonne japonaise. Mais il garda pour lui cette appréciation désobligeante et écouta Miaïa argumenter. « En admettant que vous ne m'aimiez pas et que vous préfériez cette Sada, voilà l'occasion de prouver votre dévouement à votre maître. Sacrifiez Sada, signez-moi une promesse de mariage, et je vous fournirai le moyen de parvenir auprès de Jean d'Entrevaux. Acceptez-vous » Guilledoux resta atterré. Renoncer à Sada, s'engager à épouser Miaïa. « Ah, ma guigne, gémit-il. Que mon pauvre maître n'est-il là? Il ne songerait plus à en nier l'existence. » En présence d'une telle situation, le dévoué valet de chambre ne pouvait hésiter longtemps. Il l'avait dit, il était prêt à tout sacrifier pour le salut de Jean d'Entrevaux, même son amour et sa liberté. Il se mit à questionner la trop sensible japonaise. « Le revoir n'est pas suffisant, déclara-t-il. Pourrais-je tenter de la délivrer ? » Ceci sera notre affaire, répondit Miaïa. Vous verrez vous-même ce que vous pourrez faire. Je vous offre une chance. En échange, vous me promettez de m'épouser au retour. Vous ne paierez donc qu'après réussite. Vous voyez que je ne cherche pas à vous duper. Je joue carte sur table. Faites-en autant. Décidément, l'offre était sérieuse. Guilledoux n'hésita pas. « Topé, dit-il, en présentant sa large main. Je ne vous promets pas que le cœur y sera, mais si vous tenez parole, je tiendrai la mienne. Vous serez Madame Guilledoux. » Il était sincère, car sa loyauté n'admettait pas de restriction mentale. « Ce soir même, vous partirez rejoindre Jean d'Entrevaux, » déclara Miaïa. Ainsi le sacrifice devait être immédiat, et le triste Guilledoux aurait à peine le temps de faire ses adieux à la jolie Sada. Oserait-il d'ailleurs lui avouer la vérité ? Aurait-il le courage de lui apprendre son héroïque trahison ? « J'écrirai, pensa-t-il. Cela sera préférable. » Vers le soir, un bizarre chinois, qui n'était pas sans présenter quelque ressemblance avec l'infortuné Guilledoux, se glissait dans la pièce où pleurait mademoiselle de Glandève. « Pour Sada, murmura-t-il, en jetant une lettre sur les genoux de la jeune fille.
Stupéfaite, Susanna releva la tête. « Pour Sada », répéta le Chinois, et il s'éclipsa. Quelques instants plus tard, Sada, appelée, recevait la missive mystérieuse des mains de sa jeune maîtresse. Mais comme elle ne savait pas lire le français, elle pria sa dernière de la lui déchiffrer. Complaisante, Susanna lut d'une voix qui se mit tout à coup à trembler. « Pardonnez-moi, petite Sada, si je vous abandonne, si je me montre infidèle, c'est pour sauver mon maître. Miaya m'a promis de me réunir à lui, à condition que je l'épouse. Pouvais-je repousser cette chance d'être utile à monsieur d'entre vous? Je vous en fais juge. Celui qui vous aimera toujours, en dépit de sa guigne, Guilledou. » Cette lecture à peine achevée, les deux jeunes filles, sans se communiquer leur impression, s'élancèrent en même temps hors de la pièce, en appelant de toute leur force « Guilledou, Guilledou !» Mais en vain, toute la famille, mise au courant de l'incident, se joignit à elle pour opérer dans toute la maison une perquisition en règle. Comme son maître, Guilledou avait disparu, et Miaya avec lui.